RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Bonjour chers téléspectateurs de la radio-télévision RTVE et en particulier les amateurs de la rubrique Totonga Congo. Aujourd'hui nous allons parler de la suite de la phototransduction, c'est-à-dire le mécanisme qui permet de convertir les images visuelles en images en signaux bioélectriques qui vont jusqu'au cerveau. Donc on va parler de la phototransduction, comment se déroule exactement la phototransduction. Planche numéro 87. La phototransduction, la rhodopsine ainsi activée, parce que la rhodopsine, quand ça attrape la lumière, la vitamine A qui est dans la rhodopsine est activée et puis ça se sépare de l'opsine. Et l'opsine maintenant déclenche les signaux nerveux au niveau de la cellule photosensible qui envoie maintenant les signaux au niveau du cerveau. Donc la rhodopsine ainsi activée est appelée métarhodopsine 2 dans les bâtonnets. Les photopsines activées dans les cônes étant les métaopsines, métaconopsine 2, S pour small length, wavelength, comme le bleu, le M pour le medium wavelength, comme le jaune, et le L, le large long wave, comme le rouge. Donc ces opsines activées, ça forme la photoopsine, les photoopsines activées. Les deux sortes de photopigments activés, métarhodopsine 2 et les métaconopsine 2 sont tous des métaphotopigments activés. Planche numéro 88. Le métaphotopigment actif interagit avec une protéine G particulière appelée transducine. La sous-unité G-alpha, une des trois sous-unités de la protéine G, va activer une photodiestérase, une enzyme donc, qui clive le GMP-C en 5 plus 5 apostrophes GMP qui se fixe sur un canal calcium 2 plus sodium plus, donc un canal calcium-sodium, entraînant sa fermeture. Ces cations n'entrent donc plus dans la cellule et restent donc à l'extérieur. Planche numéro 89. Mais d'autres canaux permettent toujours la sortie des cations. Cette sortie non compensée, nous avons vu qu'il y a blocage de l'entrée, donc maintenant d'autres canaux continuent à faire sortir, donc ça fait un déséquilibre. Donc cette sortie non compensée des charges positives entraîne l'hyperpolarisation de la membrane du photorécepteur, inhibant le potentiel d'action, donc les signaux nerveux. On avait vu que la rétine au repos, c'est à ce moment-là qu'il produit des potentiels d'action. Quant à la stimulation par la lumière, les photorécepteurs entrent maintenant en état de désactivation. Et pendant qu'ils sont activés, donc pendant qu'il n'y a pas de lumière, ils produisent le médiateur chimique qui est le glutamate, qui stimule les cellules intermédiaires qui envoient les informations jusqu'au cerveau. Donc, cette sortie non compensée de charges positives entraîne l'hyperpolarisation de la membrane du photorécepteur, inhibant le potentiel d'action. Le photorécepteur libère donc moins de glutamate dans la fente synaptique, c'est-à-dire l'intervalle d'espace entre deux chaînes nerveuses. La première fibre nerveuse au contact avec la fibre nerveuse qui suit, il y a un espace là-bas qu'on appelle fente synaptique. Et la première fibre libère ce qu'on appelle des médiateurs chimiques. Ces médiateurs chimiques, quand ça atteint la deuxième fibre nerveuse, à son tour est excitée et continue à transmettre la lumière, le signal biochimique, le potentiel d'action, jusqu'à l'autre bout. Et à l'autre bout, là, à la jonction avec une autre fibre nerveuse, elle déclenche aussi la sortie des glutamates de notre médiateur chimique qui va activer encore l'autre là, et ainsi de suite. C'est comme ça que le signal nerveux se transmet d'un nerf à l'autre, à partir de là où le signal est produit, jusqu'à l'endroit où le signal doit aboutir. Donc, les photorécepteurs libèrent donc moins de glutamate dans la fente synaptique, cette diminution étant proportionnelle au nombre de photons reçus par le photorécepteur. Planche numéro 90. Nous avons vu ici haut que les pigments visuels fonctionnent comme récepteurs métabotropiques dans les émissions précédentes. Définition. Un récepteur métabotropique est un récepteur membranaire couplé à une protéine G qui, lorsqu'il est activé par un ligand comme un neurotransmetteur, on a parlé des neurotransmetteurs comme les glutamates, déclenche une cascade de réactions biochimiques à l'intérieur de la cellule.
cette cascade, c'est ça qui va provoquer le flux nerveux. Sur place, là, on appelle potentiel d'action qui se déplace de proche en proche. Et le déplacement là du potentiel d'action de proche en proche, ça s'appelle le flux nerveux. Planche numéro 91. Le terme métabotropique se réfère à un type spécifique de récepteur situé sur la membrane des cellules, notamment les neurones. Contrairement aux récepteurs ionotropiques, qui sont des canaux ioniques s'ouvrant directement lors de la liaison avec un neurotransmetteur. Les récepteurs métabotropiques agissent indirectement par l'intermédiaire des seconds messagers. Donc, après avoir libéré, ça déclenche un deuxième messager qui produit l'effet. Planche numéro 92. Caractéristiques des récepteurs métabotropiques. Action plus lente que celle des récepteurs ionotropiques, effet plus durable et diffus, module l'activité cellulaire via les seconds messagers comme l'AMPC, adénosine monophosphate cyclique, le calcium intracellulaire, etc. Impliqué dans les fonctions complexes comme la modulation de l'excitabilité neuronale, la plasticité synaptique et la mémoire. La mémoire, c'est justement seulement un circuit nerveux qui a été stimulé plusieurs fois, qui est devenu potentialisé, c'est-à-dire qu'avec moins de stimulation, le circuit déclenche son flux nerveux et rappelle le souvenir. Planche numéro 93. Exemple des récepteurs métabotropiques. Les récepteurs métabotropiques du glutamate, comme les métabotropiques glutamate récepteurs. Les récepteurs muscariniques à l'acétylcholine, récepteurs de l'acétylcholine qui sont activés sélectivement par la muscarine, un alcaloïde naturel présent dans certains champignons comme Amanita muscaria. Les récepteurs dopaminergiques D1 et D3. Planche numéro 94. La phototransduction est donc le processus par lequel les cellules photoréceptrices de la rétine convertissent la lumière en signaux électriques. Comme on avait dit, on convertit l'énergie lumineuse en énergie biochimique qui déclenche les potentiels d'action, c'est-à-dire la propagation de le flux nerveux, la transmission de le flux nerveux. Donc, ils convertissent la lumière, l'énergie lumineuse en énergie biochimique, permettant ainsi la perception visuelle. Voici un aperçu du déroulement de ce mécanisme complexe. Planche numéro 95. Activation de la rhodopsine et de la photopsine. J'en ai parlé au début. Lorsque la lumière frappe la rhodopsine ou la photopsine, iodopsine, pigment présent dans les bâtonnets et les cônes de la rétine, elle subit un changement de conformation. Cela active une protéine G appelée transducine. La transducine est un exemple de protéine G spécifique de la vision. Planche numéro 96. Activation de la transducine. La protéine G transducine, une fois activée, remplace le GDP, guanosine diphosphate, par le GTP, guanosine triphosphate, sur la sous-unité G-alpha-T. Cette activation entraîne la dissociation de G-alpha-T des sous-unités G-bêta-gamma-T. Un petit rappel, l'AMP, c'est-à-dire adénosine monophosphate, ADP, adénosine diphosphate et ATP, adénosine triphosphate, sont à l'adénosine ce que les GMT, guanosine monophosphate, GDP, guanosine diphosphate et GTP, guanosine triphosphate sont à la guanosine. Planche numéro 96. Activation de la transducine. Non, planche numéro 97. Activation de la phosphodiesterase PDE. La sous-unité gamma-alpha-T active la phosphodiesterase qui hydrolyse le GMT cyclique ou CGMP en GMP tout court. Le CGMP cyclique est crucial pour maintenir les canaux ioniques ouverts dans la membrane des photorécepteurs. 98. Fermeture des canaux ioniques. La diminution des niveaux de CGMP et GMP cyclique entraîne la fermeture des canaux ioniques sensibles au CGMP, ce qui réduit l'entrée de sodium dans la cellule. Cela provoque une hyperpolarisation de la membrane cellulaire. Le sodium est un ion qui est extracellulaire. Normalement, quand il entre dans le koala, il provoque une dépolarisation de la membrane, ce qui déclenche un potentiel d'action qui se déplace sous forme de un flux nerveux. Donc le CMP réduit l'entrée de sodium dans la cellule, cela provoque une hyperpolarisation de la membrane. Quand la membrane est hyperpolarisée, là, il ne peut pas déclencher le potentiel d'action.
Tandis que quand il est dépolarisé, à ce moment-là, il déclenche l'hyperpolarisation. Donc, la rétine en état de repos, il est en état d'hyperpolarisation. Donc, il déclenche pas. Alors, quand il y a absence de la lumière, maintenant, à ce moment-là, ça se dépolarise et ça provoque la libération de glutamate qui stimule les autres cellules qui envoient les flux nerveux au niveau, les signaux nerveux au niveau du cerveau. Planche numéro 99. Transmission du signal. L'hyperpolarisation réduit la libération des neurotransmetteurs, comme j'avais dit, au niveau de la synapse, entre les photorécepteurs et les cellules bipolaires, modifiant ainsi le signal envoyé au cerveau. Planche numéro 100. La protéine G, une protéine G hétérotrimérique, la forme la plus connue dans la signalisation cellulaire, comme dans la rétine, est composée de 3 sous-unités, gamma A, gamma B, gamma bêta, gamma G alpha, G bêta et G gamma, comme vous l'avez vu plus haut. La sous-unité G alpha, c'est la sous-unité principale. Elle lie le GTP au GDP nucléotide guanine. Elle est capable d'hydrolyser le GTP en GDP. C'est elle qui se dissocie lors de l'activation et va activer un effecteur comme la photodiestérase dans la vision. Planche numéro 101. Protéine G2. La sous-unité G-bêta, sous-unité bêta de la protéine G, la sous-unité G-bêta ne travaille jamais seule. Elle est toujours associée à G-gamma, formant un dimère G-bêta-gamma inséparable à condition physiologique. Donc, à condition physiologique, ils sont toujours ensemble, on ne peut pas les séparer, mais chacun agit un peu individuellement, mais toujours ensemble avec l'autre. Petit fait intéressant. Le dimère G-bêta-gamma n'est pas juste un support passif. Il peut aussi activer directement certains effecteurs comme des canaux potassiques, GIRK, des phospholipases, PLC-bêta, ou même moduler certains récepteurs calciques, donc des récepteurs du calcium qui interviennent dans la génération de l'influx nerveux, à commencer par le potentiel d'action. Planche numéro 102. Protéine G3, c'est parmi les protéines G, troisième partie. La sous-unité G-bêta 2. Autrement dit, G-bêta est un partenaire discret mais crucial, souvent éclipsé par G-alpha, mais qui a son propre rôle dans la signalisation. Si G-alpha est le messager vedette, G-bêta-gamma est le duo en coulisses qui assure le bon déroulement du spectacle. On avait vu que G-bêta et G-gamma fonctionnent toujours ensemble pour former une unité fonctionnelle. Planche 103. Les sous-unités G-bêta et G-gamma, ces deux forment un complexe G-bêta-gamma qui reste ensemble, comme je l'avais dit. Elles peuvent aussi participer à la signalisation dans certains cas. Planche 104. Que se passe-t-il à l'activation? Le récepteur, comme la rhodopsine activée, active la protéine G quand il y a dissociation entre vitamine A et l'opsine. Maintenant, à ce moment-là, il y a activation de la protéine G. On avait vu les étapes de la vitamine A à partir de la dissociation jusqu'à ce qu'il fait des transformations jusqu'à redevenir au niveau de vitamine A estérase. Donc les récepteurs comme la rhodopsine activée activent la protéine G, par exemple lors de la transduction dans la rétine. Transduction, on avait vu la conversion d'énergie d'une forme en une autre, par exemple l'énergie lumineuse en énergie biochimique qui forme le potentiel d'action. Le G-gamma, le G-alpha échange les GDP pour un GTP, guanoside diphosphate en guanoside triphosphate. Les complexes G-alpha et GTP se détachent du dimère G-gamma-bêta, G-bêta-gamma, G-alpha, GTP va activer une enzyme cible comme la photodiestérase. Ensuite, gamma hydrolyse le GTP en GDP et revient à son état inactif. Planche numéro 105. En bref, G-alpha et G-bêta et G-gamma sont 3 sous-unités de la protéine G. G-alpha est essentiel à l'activation du signal. Transducine est un exemple de la protéine G spécifique à la vision. Planche 104. Les circuits magnocellulaires, parvocellulaires et conocellulaires. Les circuits magnocellulaires, parvocellulaires et conocellulaires sont 3 voies principales du système visuel situées dans le thalamus. Le thalamus est au niveau de l'aube temporale. Plus précisément,
dans le noyau géniculé latéral. Donc, au niveau du lobe temporal, là, il y a le noyau géniculé où les fibres qui viennent de la rétine, c'est s'anastomose avec les fibres qui vont jusque dans le cerveau, dans le lobe occipital. Et issus des cellules ganglionnaires de la rétine. Donc, les cellules magnocellulaires, parvocellulaires et conocellulaires sont trois voies principales du système visuel situées dans les thalamus, plus précisément dans le noyau géniculé latéral, et issues des cellules ganglionnaires de la rétine. Ces voies traitent différents types d'informations visuelles. Voici un aperçu de chacun. Donc, il y a la voie magnocellulaire, la voie parvocellulaire et la voie conocellulaire. Les uns sont spécialisés dans la détection des mouvements fins, d'autres dans les mouvements grossiers, d'autres dans la vision des couleurs, d'autres dans la vision des perspectives, chacun dans son domaine. On va voir les spécificités de chaque voie. Planche numéro 107. Définition de la voie magnocellulaire. La voie magnocellulaire est l'une des principales voies visuelles du système nerveux responsable de la transmission des informations visuelles à haute vitesse. Elle est constituée de cellules ganglionnaires de la rétine. Tout ce qui va au cerveau passe toujours par les cellules ganglionnaires parce qu'il y a les différentes couches, les trois couches principales, cellules réceptrices, photoréceptrices, les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires de la rétine, dont les axones forment le nerf optique. Donc la voie magnocellulaire est l'une des principales voies visuelles du système nerveux responsable de la transmission des informations visuelles à haute vitesse. Elle est constituée de cellules ganglionnaires de la rétine appelées cellules ganglionnaires parasols qui ont des grands champs récepteurs, dont les cellules parasols sont liées à la voie magnocellulaire. Cette voie est particulièrement sensible au mouvement, au changement de luminosité et au contraste, mais elle est moins efficace pour la perception des couleurs. Elle joue un rôle crucial dans l'analyse du mouvement et la localisation des objets dans l'espace. L'espace, ce n'est pas l'espace sidéral, c'est l'espace, l'environnement, c'est-à-dire devant vous, derrière vous, vers le haut, vers la gauche, vers la droite, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle espace environnant. Ce n'est pas nécessairement l'espace, là il y a la Lune, les Mars, tout ça. Bon, planche numéro 108. La voie magnocellulaire 2, résumé de la voie magnocellulaire. La voie magnocellulaire est essentielle pour le traitement visuel rapide et dynamique. Dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Un objet en mouvement. Elle se distingue de la voie parvocellulaire qui est plus lente et spécialisée dans la perception des couleurs et des détails fins. La voie magnocellulaire est impliquée dans la détection des mouvements et des relations spatiales, ce qui est fondamental pour la navigation dans l'environnement. Les informations de cette voie sont relayées au corps genouillé latéral et ensuite projetées vers le cortex visuel. J'avais déjà dit ça, où elles contribuent à la perception visuelle globale. En résumé, la voie magnocellulaire est primordiale pour la vision dynamique, c'est-à-dire des objets en mouvement, et la réaction rapide aux stimuli visuels. Planche numéro 109. Rôle fonctionnel spécifique des cellules parasols. Les cellules-là sont spécialisées dans la détection du mouvement, capacité à détecter les changements rapides de position d'objets. Un mouvement, c'est un changement rapide d'objet. Il était ici, il est là-bas, ainsi de suite, ça forme un mouvement. Localisation spatiale. Elles sont spécialisées aussi dans la localisation spatiale, c'est-à-dire, est-ce que l'objet est en haut, en bas, à droite ou à gauche, par rapport à vous et par rapport à d'autres objets. Tout est relatif. Par exemple, mon micro est devant la caméra et moi, je suis devant le micro. Donc, c'est ça, la localisation spatiale, c'est soit relativement par rapport à vous, moi par rapport au micro, ou relativement par rapport aux objets, le micro par rapport à la caméra. Perception des cellules ganglionnaires parasols sont aussi spécialisées dans la perception de la profondeur. Profondeur, c'est-à-dire l'espace relatif entre un objet et un autre. Donc, les cellules ganglionnaires parasols sont aussi spécialisées dans la perception de la profondeur. Contribution à la vision binoculaire par analyse des disparités. Elles sont aussi spécialisées dans le guidage des mouvements oculaires. L'œil est toujours en mouvement. Quand un objet bouge automatiquement, l'œil suit automatiquement. Et l'œil aussi est aussi animé de mouvements qu'on appelle saccades, des mouvements imperceptibles là, qui ne sont pas conscients, qui sont réflexes, pour chaque fois déplacer la zone qui est sensibilisée par la vision. Parce que quand la lumière tape sur une zone, cette zone-là, on avait vu, cette zone-là perd la vitamine A parce qu'il y a clivage entre la vitamine A et l'opsine. Maintenant, cette vitamine-là traverse la cellule pour aller dans les cellules pigmentaires rétiniennes. Mais pendant ce temps, il peut être repêché par un autre processus et être bouffé. Donc, maintenant, pour éviter qu'il y ait déplétion
de cette zone-là, pour que cette zone-là devienne insensible. Maintenant, il faut chaque fois des mouvements pour que cette déplétion se fasse d'une zone à l'autre, d'une cellule à l'autre. Pendant ce temps-là, les cellules qui avaient été excitées avant se replénissent de nouveau de vitamine A pour revenir à leur activation, c'est-à-dire à leur niveau d'activation, à leur état d'excitabilité. Donc, les cellules ganglionnaires parasols sont aussi spécialisées dans le guidage des mouvements oculaires, direction de l'attention et guidage des saccades. Alors, on a parlé des saccades, ici on en parle aussi. Bon, elles sont aussi spécialisées dans les coordinations visio-motrices, information pour ajuster les mouvements de préhension. Planche numéro 110, application clinique. Le dysfonctionnement de la voie magnocellulaire et donc des cellules parasols ont été associés à des dyslexies, théorie du sous-développement des cellules parasols affectant les mouvements oculaires de lecture. Dyslexie, vous savez, quand ils intervertissent les lettres, au lieu de lire par exemple anthropologie, ils lisent anthropologie, quelque chose comme ça. Bon. Ils ont été aussi impliqués dans la schizophrénie, anomalie du traitement magnocellulaire. Planche numéro 111, définition de la voie parvocellulaire. On avait vu voie coniocellulaire, magnocellulaire et coniocellulaire. Maintenant, on va parler de la voie parvocellulaire. La voie parvocellulaire est l'une des principales voies visuelles du système nerveux responsable de la transmission des informations visuelles à haute résolution spatiale. Elle est constituée de cellules ganglionnaires de la rétine appelées cellules ganglionnaires naines qui ont des petits champs récepteurs. Cette voie est particulièrement sensible aux couleurs et aux détails fins, ce qui la rend essentielle pour la perception des formes et des textures. Elle joue un rôle crucial dans l'analyse des objets et des couleurs, mais est moins efficace pour détecter des mouvements rapides. Donc, quand les mouvements sont rapides, ce n'est plus les cellules parvocellulaires avec les cellules naines qui interviennent, c'est d'autres voies, par exemple magnocellulaire ou bien coniocellulaire. Planche numéro 112. Résumé de la voie parvocellulaire. La voie parvocellulaire est la plus importante en termes de nombre de neurones. Elle représente environ 80% des fibres nerveuses dédiées à la vision. Elle est donc la plus importante. Elle est impliquée dans la perception des couleurs et des détails fins, ce qui est essentiel pour la reconnaissance des objets. Les informations de cette voie sont relayées au corps génué latéral et ensuite projetées vers le cortex visuel, où elles contribuent à la perception visuelle globale, contrairement à la voie magnocellulaire qui est rapide et sensible au mouvement. La voie parvocellulaire est plus lente et spécialisée dans l'analyse des détails et des couleurs. Elle est également impliquée dans la voie ventrale du traitement visuel qui est responsable de la reconnaissance des formes, la forme et des objets. Donc, normalement, tout ce qui vient de la rétine, ça passe, qui concerne la vision consciente, ça passe toujours par les corps génués externes, latérales, qui les envoie ensuite au cortex visuel cérébral, au lobe occipital. Planche numéro 113. Rôle, fonction spécifique. Les cellules ganglionnaires naines jouent un rôle crucial dans l'intégration et le traitement des signaux visuels à partir des cônes. Elles sont souvent impliquées dans l'analyse des contrastes et la prise en compte des variations de lumière, c'est-à-dire les contrastes, ce qui est essentiel pour la perception des mouvements et des détails fins dans la vision. Planche numéro 114. Cellules naines, toujours ces histoires-là de parvocellulaires. Les cellules ganglionnaires naines, également appelées cellules ganglionnaires de type Midget, jouent donc un rôle crucial dans le traitement de l'information visuelle au niveau de la rétine. Elles sont principalement responsables de la détection des détails fins et des couleurs. En effet, chaque cellule ganglionnaire naine reçoit l'information d'un seul cône rouge ou vert, ce qui leur confère une haute acuité visuelle dans la région centrale du cône. Parce que là, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'interaction avec les influx qui sont, les signaux qui sont à côté. Donc, les objets sont plus nets, la perception est plus nette en provenance des cellules ganglionnaires naines. Planche 115, définition de la voie coniocellulaire. Maintenant, on a vu parvocellulaire, magnocellulaire. Maintenant, c'est le coniocellulaire. La voie coniocellulaire est l'une des principales voies de traitement visuel dans le système nerveux, caractérisée par les cellules ganglionnaires rétiniennes CGR, appelées petites cellules bistratifiées. Ces neurones représentent environ 6% seulement des cellules ganglionnaires de la rétine dans la rétine et sont particulièrement impliquées dans la perception des couleurs, traitant spécifiquement les oppositions entre le bleu et le jaune, donc les contrastes entre le bleu et le jaune. Planche 116.
Les cellules de la voie coniocellulaire jouent un rôle essentiel dans la détection des contrastes et des variations de lumière, participant notamment à la vision colorée dans le cortex visuel primaire, dans les cortex occipital. Elles possèdent des champs récepteurs plus larges que ceux des cellules ganglionnaires de type parvocellulaire, ce qui leur permet de traiter des stimuli visuels plus étendus. Ce traitement visuel complémentaire aide à la perception globale des images, intégrant des aspects tant des hauteurs de fréquence que la couleur dans la scène visuelle. La fréquence, c'est des changements d'état dans le temps. C'est ça qu'on appelle fréquence. Soit des changements de position, soit des changements de luminosité, ainsi de suite. Bon, planche numéro 117. Planche numéro 117. Les cellules ganglionnaires de la voie coniocellulaire, également appelées cellules ganglionnaires bistratifiées, jouent un rôle spécifique dans le traitement de l'information visuelle, notamment en ce qui concerne la perception des couleurs. On avait vu. Planche numéro 118. Les cellules ganglionnaires coniocellulaires sont essentielles pour le traitement des informations colorées, en particulier dans le cadre de l'opposition bleu-jaune, comme on avait vu. Elles complètent les autres voies visuelles en fournissant des informations spécifiques sur les couleurs, contribuant ainsi à notre perception visuelle globale. Planche numéro 119. Les recherches récentes sur le traitement de la cécité ont montré des avancées prometteuses. Espoir dans le traitement de la cécité. Les recherches récentes sur le traitement de la cécité ont montré des avancées prometteuses. Des technologies telles que les implants rétiniens stimulent les cellules rétiniennes restantes ou contournent les cellules endommagées. La rétine artificielle, concept plus large de la technologie qui permet à ces dispositifs de fonctionner, donc l'ensemble de la technologie et des dispositifs conçus pour imiter la fonction de la rétine. Et la thérapie génique sont en train de révolutionner la façon dont la cécité est traitée. Donc, dans ce groupe-là, on a une première partie pour le traitement de la cécité, les apports modernes récents au niveau du traitement de la cécité. Et nous avons les implants rétiniens, à distinguer de la rétine artificielle. Les implants rétiniens, comme on a vu, les implants rétiniens stimulent les cellules rétiniennes restantes ou contournent les cellules endommagées. C'est-à-dire, quand les cellules meurent, elles passent par un état d'engourdissement. Elles ne meurent pas directement. C'est-à-dire, état d'engourdissement, elles ne sont pas mortes, mais elles ne sont pas vraiment vitales. Elles sont un peu engourdies. Maintenant, les implants rétiniens, leur rôle, c'est soit de stimuler les cellules qui ne sont pas mortes, qui sont seulement engourdies, qui ont perdu leur fonction. Naturellement, ils ne fonctionnent plus, mais ils ne sont pas mortes. Donc, on peut les stimuler. Soit maintenant, la cellule est morte, maintenant, on contourne cette cellule morte-là, on fait un pontage entre le bout qui devait transmettre son information à la cellule morte et la cellule morte devait transmettre son information à l'autre. Maintenant, on fait un pontage entre les deux bouts-là. C'est-à-dire, on contourne la cellule morte. Soit la cellule n'est pas complètement morte, elle est engourdie seulement, on la stimule. C'est ça le rôle de l'implant rétinien. Tandis que la rétine artificielle, c'est un concept plus large de la technologie qui permet à ces dispositifs de fonctionner. Donc, l'ensemble de la technologie est des dispositifs conçus pour imiter la fonction de la rétine. C'est ça la rétine artificielle par rapport aux implants rétiniens. Il y a la thérapie génique, c'est-à-dire tout est déterminé par les gènes. Par exemple, les maladies de l'enfance, là, l'équivalent de la dégénérescence maculaire à l'âge de l'enfant, c'est génétique. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la cécité, qui sont déterminées par les gènes, les chromosomes héréditaires. Maintenant, on peut modifier ces gènes-là, les gènes-là qui provoquent la maladie, on peut les modifier pour les rendre fonctionnels d'une autre façon, pour que ça ne donne plus la manifestation de la maladie. C'est ça, le génie génétique. Soit on enlève les gènes-là, soit on modifie ce gène-là par des processus qui soient enzymatiques. On injecte des enzymes qui clivent les gènes-là, qui clivent les gènes et le détachent. Et maintenant, à la place, il y a le gène qui est normal, soit artificiel, soit qu'on a prélevé chez quelqu'un d'autre, bien dans une autre cellule de la même personne. On injecte, on laisse maintenant cette gène-là dans la cellule, dans le noyau, et maintenant ce gène-là va remplacer le gène qui était mauvais pour donner un fonctionnement normal. Soit, il y a des processus aussi que j'ai lus,
On dépose seulement les gènes normaux, on les dépose seulement à côté de la cellule, les gènes la traversent et chassent les gènes qui est mauvais, et lui il remplace pour provoquer maintenant les caractères qu'on recherche, c'est-à-dire le fonctionnement normal. Donc, à ce niveau-là, il y a 3 méthodes pour combattre la cécité. Il y a le traitement par les implants rétiniens, c'est-à-dire qui stimulent les cellules mortes, les cellules engourdies, ou contournent ces cellules-là, c'est-à-dire on fait un pontage, soit les rétines artificielles, c'est-à-dire un ensemble compact, circuit intégré, un ensemble intégré, intégré qui comprend tous les circuits à l'intérieur, qui fait maintenant le rôle de la rétine artificielle, qui remplace les cellules photoréceptrices, les cellules bipolaires, tout ça. Ça remplace au niveau de la rétine là où on les a implantées et redonne la fonction de la rétine à ce niveau-là. Ça, c'est l'implant de la rétine artificielle. Maintenant, il y a aussi la thérapie génique, comme je viens d'expliquer, le remplacement des gènes, les gènes qui est mauvais, on le remplace par un gène qui est tel qu'on le souhaite. Il y a, à un moment, on avait parlé des histoires qu'on appelait gènes. C'est-à-dire qu'il y a des rois dictateurs là qui faisaient tuer toutes les personnes qui n'avaient pas un trait particulier comme le roi Hitler, là, je pense, le président Hitler, qui faisait tuer toutes les personnes qui n'avaient pas des yeux bleus. Alors, je ne sais pas comment on appelait ce terme-là. Alors, maintenant, mais au niveau de la science, on ne fait pas ça. On n'élimine pas les gens, mais on essaie de les transformer génétiquement. Alors, on prend leur gène qui est défectué, on les remplace par des gènes qui sont normaux. Et puis, ces gènes-là, comme tout le monde le sait, ça se transmet d'un individu à l'autre, à la descendance. C'est-à-dire, ce sont des caractères héréditaires parce qu'ils sont dans les gènes, dans les chromosomes. Maintenant, la dernière planche, à part les thérapies qu'on avait citées, planche numéro 120, à part les thérapies là, implant rétinien, thérapie génique, la rétine artificielle, il y a aussi d'autres processus qu'on utilise. Et de plus, la recherche sur les cellules souches, planche 120. De plus, la recherche sur les cellules souches et la neuroprotection. Les cellules souches, c'est-à-dire, sont des cellules qui n'ont pas encore été spécifiques. Toutes les cellules du corps viennent d'une seule cellule. Vous savez, l'ovule et le spermatozoïde, quand ça se finit, ça forme une cellule fécondée. Cette cellule fécondée unique au départ, ça se divise, ça donne 2 cellules, ça se divise, ça donne 4 cellules, ainsi de suite. Mais toutes les cellules, comment dirais-je, héritent de tous les caractères héréditaires, de tous les caractères chromosomiques, de toutes les fonctionnalités, les phénotypes de cellules parents. Donc toutes les cellules, en se multipliant, à un moment, une partie donne le cœur, une partie donne le cerveau, une partie donne l'œil, une partie donne la peau, une partie donne, je sais pas quoi, les intestins, une partie donne le foie, l'autre partie donne les sangs. Tous viennent seulement d'une même cellule. La cellule souche, c'est la cellule qui n'est pas spécialisée. Parce que quand ça devient déjà la peau, le foie, les quoi, on appelle ça des cellules déjà spécialisées. Maintenant, la cellule souche n'a pas encore cette spécialisation-là. Elle a toutes les potentialités et aucune des potentialités est inhibée. La spécialisation vient de quoi? La spécialisation, ce n'est pas des caractères qui se créent. Tous les caractères sont déjà inscrits, sont déjà imprimés dans les gènes. Maintenant, pour spécialiser une cellule, on fait quoi? On inhibe les caractères qui ne sont pas utiles pour la fonction qu'on cherche. Par exemple, pour former la peau, il faut inhiber tout ce qui est au niveau de tout ce qui rapporte par exemple au fonctionnement des globules rouges, tout ce rapporte au fonctionnement, je sais pas, de l'intestin. On garde seulement les fonctionnalités qui sont spécifiques à la peau. Pour former le cerveau, on inhibe toutes les autres fonctionnalités pour garder seulement les fonctionnalités qui sont du cerveau, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle. Mais chacune de ces cellules-là a toutes les potentialités de fonctionner comme toutes les autres cellules. On peut désinhiber cette spécialisation-là, cette inhibition, pour déspécialiser ces cellules, pour les faire redevenir en cellules souches. Mais dans le corps aussi, dans le corps humain, il y a des cellules qui gardent encore leur spécialité là. Par exemple, au niveau de la peau, il y a la couche germinative, qui est un peu moins spécialisée que les cellules supérieures de l'épiderme, des dermes, tout ça, parce qu'ils ont encore la facilité de se reproduire pour former une autre peau. Mais ce sont des cellules quand même déjà très spécialisées. Ils ne sont pas aussi déspécialisés que les cellules souches comme telles. Mais les ingénieurs coréens, tout ça, japonais, ont trouvé une méthode, à partir de n'importe quelle cellule du corps, on peut désinhiber toutes les inhibitions qui ont fait que les cellules soient spécialisées. Et maintenant, ces cellules-là se déspécialisent, ils deviennent des cellules souches. Quand on n'a pas de cellules souches, on peut déspécialiser les cellules qui sont spécialisées comme les cellules de la peau et tout ça.
Alors, pour le transfert en cellules souches, à partir de ces cellules, on peut réattraper, on peut obtenir n'importe quelle autre cellule de la peau, des cellules, tout ça. Donc, à l'arracher des cellules souches, c'est pour remplacer les cellules qui sont abîmées. Quand tu les remplaces, à partir de là où ils sont, ils prennent la propriété. Par exemple, une cellule souche qu'on met au niveau de la rétine et se transforme en cellule de la rétine. Quand on la prend, on la met au niveau du foie et se transforme en cellule du foie. Quand on la met au niveau du corps, on la transforme au niveau du cœur, elle se développe en devenant une cellule de cœur. Par exemple, dans les cas d'infarctus, on peut mettre des cellules souches qui vont compenser, qui vont remplacer les cellules du cœur qui ont été abîmées, qui ont été détruites par l'infarctus. Donc, de plus, la charité des cellules souches et la neuroprotection ainsi que la neurogénération offrent de nouveaux espoirs pour inverser des dégâts infligés à la vue. De plus en plus, des solutions efficaces émergent pour aider les personnes souffrant de cécité et même de sortir de cet état de cécité. C'est-à-dire, il y a la prévention de neuroprotection et puis il y a la régénération. C'est-à-dire, une cellule qui est morte, on la revivifie, elle devient fonctionnelle. Et puis, on peut mettre des cellules souches qui vont se transformer en cellules qui étaient mortes. Les cellules qui fonctionnent, les cellules souches vont redevenir ces cellules-là pour les combler. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions d'avoir suivi. Et bon, on n'a plus d'inspiration. On a fini. La prochaine fois, on va continuer avec notre sujet. J'espère que vous allez toujours être fidèles à nous suivre. L'émission est ouverte à tout le monde. Celui qui a un sujet intéressant, il peut venir pour nous parler aussi, nous partager ses connaissances et prendre contact avec nous. Le numéro est là et nous espérons que la prochaine fois, s'il n'y a pas d'invité, vous allez toujours nous suivre et avoir toujours le même engouement pour ce que nous vous présentons. Donc, l'émission est présentée en direct les mardis et jeudis de 10h à... Ça fait 45 minutes. Et avec des retards, parfois on commence un peu en retard. Donc, mardi et jeudi en direct, il y a une rediffusion les mercredis et les dimanches. Et j'espère que vous suivez tout ça et que vous allez continuer à nous envoyer vos commentaires et vos critiques. Et surtout, ceux qui ont un sujet intéressant à présenter, ils peuvent venir. La tranche, les plateaux, l'air est ouvert. On va toujours les recevoir. Donc, nous vous remercions, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses et nous vous disons au revoir. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE.